Oksana Makar était une jeune Ukrainienne de 18 ans, n'ayant jusque-là pas du tout eu une vie facile. Ses parents étaient incapables de s'occuper d'elle et ses grands-parents ont fini par la mettre dans un internat. En grandissant, les choses ne se sont pas du tout arrangées pour elle et donc à 18 ans, elle était toujours autant perdue dans sa vie. Mais un soir de l'année 2012, elle va vivre un véritable enfer. Et suite à ça, elle deviendra pour tout un pays le symbole de la détermination et de la ténacité. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Oksana Makar, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire qui m'a déchiré le cœur et qui est extrêmement impressionnante. Vous allez voir, vraiment, quand j'ai commencé à l'écrire, je m'attendais à une histoire entre guillemets classique, mais on est loin de là et tout ce qui se passe dans cette affaire est juste horrible et aussi extrêmement triste. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront, ça m'aide beaucoup, ça me rend très heureuse. Donc voilà, merci et si jamais vous avez envie de me suivre sur Instagram, eh bien n'hésitez pas non plus. Maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette très triste histoire. Oksana Makar est née le 11 juin 1993 dans un village juste à côté de la ville de Mykolaiv en Ukraine. Malheureusement, son début de vie était très loin d'être facile. Sa mère, Tatiana, était en réalité alcoolique et avait eu pas mal de problèmes avec la justice, principalement pour des motifs de vol. Et donc, dès le plus jeune âge d'Oksana, eh bien, sa mère a été emprisonnée. Pour ce qui est de son père, qui s'appelait Sergei Eikovitch Makar, il a quitté sa mère quelques temps après sa naissance, donc Oksana n'a jamais vraiment eu de contact avec lui. Par contre, lui aussi avait de gros problèmes parce qu'il luttait contre la toxicomanie et avait également été condamné pour vol et trafic de drogue. Donc avec tout ça, alors qu'Oksana était encore une très jeune fille, eh bien, elle s'est retrouvée placée chez ses grands-parents qui vivaient eux aussi aux abords de la ville de Mykolaiv. Ses grands-parents, bien qu'ils n'étaient pas parfaits non plus, ont quand même essayé d'éduquer au mieux Oksana, mais la tâche était quand même assez difficile. Dans un premier temps à cause de leur âge, c'est vrai qu'ils étaient plutôt jeunes, mais aussi parce que, disons-le, Oksana n'était pas une enfant facile. Et évidemment, on peut comprendre pourquoi elle a sans doute vécu beaucoup de traumatismes dès son enfance, d'être séparée comme ça de ses parents. Donc on peut comprendre pourquoi elle essayait un petit peu de se rebeller, mais voilà, c'est très triste parce que du coup ses grands-parents étaient incapables de s'en occuper. Mais en tout cas, elle va vite grandir et elle est finalement rentrée en première primaire. Mais bon, à l'école, les choses n'étaient pas très faciles non plus. Et ce que ses professeurs vont lui reprocher principalement, c'est qu'elle avait tendance à voler autant ses camarades que ses professeurs eux-mêmes. Mais bon, elle est encore restée 3 ans comme ça, élevée par ses grands-parents en allant dans une école dite standard. Mais au bout d'un moment, tout le monde s'est rendu compte que c'était plus possible. Ses problèmes de comportement ne s'arrangeaient pas, même ils s'aggravaient plus elle grandissait. Et donc à un moment donné, eh bien, il a fallu prendre une décision. C'est son grand-père qui a décidé de l'inscrire dans un internat éducatif spécial. Elle y est finalement rentrée le 25 mai 2003 et à ce moment-là, elle n'avait que 9 ans. Mais bon, les choses n'ont pas eu l'air de s'arranger pour autant et Oksana s'est alors mise à fuguer de l'internat. Alors je dis internat, c'est vrai qu'à beaucoup d'endroits, j'ai vu que c'était en fait un orphelinat. Voilà, les sources étaient assez différentes. Est-ce que c'est un orphelinat? Est-ce que c'est un internat? Est-ce que c'est un petit peu les deux en même temps? C'est fort possible. Mais en tout cas, elle voulait fuir cet endroit. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, elle s'est souvent retrouvée dans la rue et de ce que j'ai pu lire, elle s'est vite retrouvée dans le monde de la prostitution. Mais en tout cas, à chaque fois qu'elle fuguait, au bout d'un moment, quelqu'un finissait par la ramener et ça faisait que la plupart du temps, elle restait quand même en sécurité dans ses murs. Enfin, je dis bien en sécurité si on part du principe que rien de grave se passait là-bas, mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas pourquoi elle fuguait. Et donc on ne sait pas si elle fouillait quelque chose ou non. Mis à part ça, à l'école, ses professeurs diront qu'elle avait toujours des difficultés d'apprentissage. Elle n'avait jamais de très bonnes notes, par contre, elle était une véritable artiste. Je pense que ça c'était un domaine qu'elle aimait beaucoup et dès qu'elle avait des cours un petit peu artistiques où elle pouvait travailler de ses mains, etc., elle s'épanouissait réellement et ça faisait plaisir parce que
on sentait qu'elle avait quand même, malgré tout ça, trouvé sa voie. Le temps va ensuite passer et finalement en 2012, Oksana va avoir 18 ans. Elle était alors adulte, donc elle a pris la décision d'arrêter l'école. Par contre, elle n'a pas réellement cherché de travail pour autant. Par contre, il faut savoir que c'était quand même quelque chose d'assez répandu dans son village. Il y avait en fait peu de perspectives d'emploi et donc les jeunes s'enfermaient un peu dans leur chambre et ne faisaient pas grand chose. C'est vraiment quelque chose de triste et je dis ça pour que vous vous rendiez compte qu'Oksana était loin d'être une exception. Oui, sans doute qu'elle avait eu un passé plus difficile que les autres, mais au final, j'ai l'impression que c'était un petit village où les gens s'ennuyaient plus qu'autre chose. Et oui, parfois ils faisaient des petits boulots par-ci par-là, mais personne n'avait vraiment une très bonne situation. Mais en tout cas, et malheureusement, eh bien, à partir de là, Oksana a passé ses journées à boire de l'alcool ou tout simplement à en chercher parce qu'elle n'avait pas de rentrée d'argent. Donc lorsqu'elle ne buvait pas, elle cherchait un moyen de se procurer des bouteilles. Sinon, pour faire la fête, il arrivait quand même qu'Oksana quitte son petit village et aille vers la ville la plus animée, c'est-à-dire Mykolaiv. Là-bas, il y avait quand même pas mal de bars, elle y allait donc avec ses amis et elle savait qu'elle pouvait se détendre, mais aussi faire de nouvelles rencontres. Oksana, c'était vraiment quelqu'un qui aimait aller vers les autres, qui aimait découvrir les autres, et c'est vrai que dans une plus grande ville, elle avait plus facile à connaître de nouvelles personnes, ce qui est normal. Donc voilà, aller à Mykolaiv, c'était quelque chose qui la rendait heureuse et où elle savait qu'elle pouvait comme s'épanouir. Mais à présent, eh bien, plongeons-nous dans la terrible journée du 9 mars 2012. Ce jour-là, Oksana s'était justement rendue au centre-ville de Mykolaiv et se trouvait dans un café qu'elle fréquentait assez régulièrement. Si elle était sortie ce jour-là, c'était pour célébrer la journée internationale des droits des femmes et elle avait donc choisi ce café parce que c'était un endroit qu'elle connaissait bien et elle était d'ailleurs amie avec le barman. Donc ce soir-là, l'ambiance était assez festive même si Oksana n'avait toujours pas beaucoup d'argent, donc elle faisait la fête avec seulement une canette de bière et une boîte de jus d'orange. Mais vers 22 h ce soir-là, Oksana était donc toujours dans le bar et à un moment, elle va voir rentrer 3 jeunes hommes qu'elle connaissait parce que eux aussi étaient des habitués du bar. Il y avait Yevgeny Krasnotchuk qui avait 22 ans, mais également Maxime Prisnevich qui avait 23 ans et finalement Artem Porosnian qui avait 21 ans. Par contre, là aussi, il y a des sources qui diffèrent. Selon certaines sources, Yevgeny était là aussi et selon d'autres, il n'était pas là. Mais moi, j'ai décidé de partir sur la source où les 3 hommes étaient bel et bien présents dans le bar. En tout cas, les 3 hommes sont arrivés et Oksana a décidé de s'asseoir avec eux pour continuer sa soirée. Les 3 hommes lui ont d'ailleurs offert de l'alcool et au fil de la soirée, eh bien, Oksana s'est retrouvée assez ivre. D'ailleurs, plus les heures passaient, plus les clients du bar et même les gens qui y travaillaient ont commencé à s'inquiéter pour elle parce que oui, elle paraissait ivre, mais il y avait comme quelque chose en plus, son comportement était vraiment étrange. Et petit à petit, on a commencé à se demander si ces 3 hommes avec qui elle passait la soirée n'avaient pas mis quelque chose dans son verre. Ce qui est dingue, c'est que tout le monde s'est inquiété, tout le monde a commencé à en parler dans le bar, mais personne n'a rien fait. D'ailleurs, à un moment donné, les 3 hommes qui étaient donc avec Oksana vont lui proposer de la ramener à l'appartement de Yevgeny, donc l'un de ces 3 hommes qui vivait en fait dans une sorte de foyer. Donc c'est ça que je disais, Yevgeny, moi je pars du principe qu'il était dans le bar avec ses 2 amis, mais selon d'autres versions, il était chez lui et ses amis ainsi qu'Oksana sont arrivés ensemble chez lui. Donc voilà, il y a cet élément dont on ne peut pas être sûr. Mais en tout cas, Oksana a accepté et est montée en voiture avec Artem et sans doute Yevgeny et tous les 3, ils se sont donc rendus à l'appartement. Par contre, Maxime de son côté ne les a pas suivis tout de suite. En fait, pendant que ses amis étaient donc avec Oksana et qui se dirigeaient vers l'appartement, il a eu l'air de son côté de vouloir se forger un alibi. En fait, pendant ce temps-là, Maxime a été à plusieurs endroits et il a vraiment essayé de se faire voir un maximum. Il a par exemple été chez ses parents, il a vu ses parents et puis il est reparti et a été dans plusieurs bars. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler un petit peu plus de Maxime, de sa vie et de sa relation avec Oksana. Déjà, il faut savoir que Maxime venait d'une famille assez influente qui était très proche des cercles gouvernementaux de la région. En gros, il venait d'une famille riche et très ancrée dans la communauté. Ça a donné donc à Maxime un certain statut. D'ailleurs, Maxime n'était pas n'importe qui non plus. Il avait d'ailleurs travaillé comme chef d'entreprise pour un service public et à présent, il était avocat au département de la culture pour le conseil municipal de la ville.
Donc voilà, autant vous dire que autant lui que sa famille étaient très estimés et c'était vraiment quelqu'un dans la région. Il faut aussi savoir qu'il avait fait la rencontre d'Oksana quelques temps auparavant. Il savait qu'elle n'était pas du tout de son milieu, qu'il s'agissait d'une fille un peu perdue, mais ça ne l'avait pas empêché d'avoir des sentiments pour elle. Il n'avait d'ailleurs pas eu peur de les partager à Oksana parce que dans sa tête, comme il était beaucoup trop bien pour elle, eh bien elle allait sans aucun doute accepter ses avances sans hésiter. Mais bon, Oksana savait qu'elle avait de la valeur malgré tout et c'est pas pour ça qu'elle a accepté ses avances. Donc suite à ça, Maxime s'était réellement senti humilié et pourtant il avait réessayé de la séduire à plusieurs reprises, mais à chaque fois Oksana refusait. Ça c'était vraiment quelque chose que Maxime ne comprenait pas parce que selon lui, vu la personne influente qu'il était, eh bien toutes les femmes étaient censées tomber à ses pieds. En tout cas, malgré ça, Maxime et Oksana étaient quand même restés amis, mais ce que Oksana ne savait pas, c'est que Maxime, de son côté, avait des idées très noires à son égard. Donc à présent qu'on en sait un peu plus, revenons-en aux faits. Oksana était donc finalement arrivée à l'appartement de Yevgeny, accompagnée donc de Yevgeny et de Artem, et elle s'était endormie dans le lit. Quelque temps après, Maxime est arrivé à l'appartement et une fois que les trois hommes étaient ensemble, ils ont agressé sexuellement Oksana à tour de rôle et à plusieurs reprises. Oksana de son côté avait des moments de conscience même si elle avait du mal à rester éveillée. C'était pas vraiment prévu parce qu'elle avait bel et bien été droguée à son insu, elle était censée dormir complètement. Mais voilà, les hommes n'avaient pas pensé à cette possibilité mais elle avait quand même résisté, elle avait essayé de rester éveillée et elle essayait avec le peu de force qu'elle avait de riposter. Elle a d'ailleurs essayé de crier le plus fort possible pour tenter d'être entendue par quelqu'un. Ça a d'ailleurs marché parce que des voisins se rappellent avoir entendu des cris. Mais bon, malheureusement, eh bien, personne n'avait appelé la police et donc personne n'était venu en aide à Oksana. Je trouve ça complètement fou parce que dans le bar, tout le monde s'était rendu compte qu'il y avait un problème et personne ne l'a aidé. Et à cet appartement, les gens ont entendu des cris et pourtant, là encore, personne ne l'a aidé. Mais en tout cas, au moment où Oksana a crié très fort, eh bien, Yevgeny, qui était sur elle, a paniqué et il l'a alors étranglée jusqu'à ce qu'elle s'arrête de crier et qu'elle ne bouge plus. À ce moment-là, lui et même ses deux autres amis étaient persuadés qu'il avait tué Oksana, même si je vous le dis d'ores et déjà, elle n'était pas morte. À ce moment-là, elle était simplement évanouie. Mais en tout cas, pour les trois hommes, à ce moment-là, elle était décédée. Et c'était une situation qu'ils n'avaient pas vu venir non plus. À aucun moment ils avaient imaginé qu'ils allaient réellement la tuer, ils pensaient simplement abuser d'elle et puis la déposer quelque part et qu'elle ne se rappelle de rien. Mais là, ils étaient face à un corps sans vie et ils devaient faire quelque chose. Ils ont alors eu un moment de réflexion et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils devaient se débarrasser du corps. Ils ont alors eu un moment de réflexion et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils devaient se débarrasser du corps. Et d'ailleurs, ils connaissaient un endroit qui pourrait faire l'affaire. Il s'agissait en fait d'un chantier de construction abandonné pour une clinique locale. C'était selon eux l'endroit parfait parce que c'était assez isolé et peu de gens s'y rendaient. Ils ont alors décidé d'aller sur place pour faire une sorte de repérage et après ça, ils se sont dit que c'était bon, qu'ils allaient emmener le corps là-bas et donc ils sont retournés à l'appartement et ils ont commencé à mettre leur plan à exécution. Ils ont alors enveloppé Oksana dans une couverture et une thé d'oreiller, mais à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'elle respirait encore. Là, sans hésiter, Yevgeny, qui était donc celui qui l'avait étranglé un petit peu plus tôt, a alors pris un gros cordon, il l'a enroulé autour du cou d'Oksana et il a tiré de toutes ses forces le plus fort possible pour être sûr que cette fois elle décède. Donc voilà, autant vous dire que même si à la base les trois hommes n'avaient pas prévu de la tuer, à présent ils étaient sûrs de vouloir qu'elle décède parce que si elle survivait, elle allait tout raconter à tout le monde et ça, ils ne voulaient surtout pas. Donc, ils préféraient la tuer. En tout cas, une fois qu'ils ont été convaincus que cette fois, elle était bel et bien décédée, ils l'ont donc enroulée dans les draps et dans la thé d'oreiller. Ils ont ensuite placé son corps dans la voiture et puis tous les trois, ils ont roulé jusqu'au chantier abandonné. Une fois arrivés sur place, ils ont donc soulevé le corps à trois. Ils ont parcouru tout le chantier, donc en portant le corps d'Oksana. Et d'ailleurs, c'est une macabre anecdote, mais en tout cas, à un moment donné, ils vont échapper le corps et il va tomber par terre, ça va faire un bruit sourd. Et là, ils vont avoir peur d'entendre quelque chose venant d'Oksana, comme un aïe, comme un cri ou quoi que ce soit. Mais il n'y a rien eu et donc là, eux, ils ont été soulagés parce qu'ils se sont dit « c'est bon, elle est bel et bien décédée ».
Ils ont donc ensuite continué leur marche à travers le chantier et puis à un moment, ils ont trouvé une grande fosse débordante de déchets, de sacs poubelles et de débris divers et ils se sont alors dit que ce serait l'endroit parfait où cacher le corps et donc ils l'ont jeté dans la fosse. Mais là, ils étaient encore inquiets que soit Oksana soit encore vivante, soit que quelqu'un retrouve le corps. Donc pour être sûr de cacher leurs traces, ils ont décidé de mettre le feu à cet endroit, à cette fosse pleine de déchets. Évidemment, c'est les déchets qui ont brûlé en premier. Ils n'ont pas vraiment regardé si le corps lui brûlait, mais ils sont partis comme ça. Il faut savoir que le feu a continué à fumer pendant au moins 10 heures. C'était 10 longues heures pendant lesquelles le corps d'Oksana est resté au milieu de toute cette fumée et à côté des braises brûlantes, mais le feu en tout cas ne s'est pas directement attaqué à son corps. En soi, elle a été brûlée sur 55% de son corps, ses organes ont été brûlés à cause de la fumée, mais elle n'était pas totalement carbonisée, si on peut dire ça comme ça, et si on peut dire ça aussi crûment. Par contre, toutes les ordures à côté d'elle étaient vraiment parties en fumée. C'est presque un miracle que son corps ait été aussi bien préservé. Mais parlons à présent du lendemain matin, donc 10 heures après qu'elle ait été jetée dans cette fosse. On était donc le 10 mars 2012 et ce jour-là, un homme du coin se rendait au travail comme chaque matin. Mais ce jour-là, eh bien, il a constaté que sa voiture ne démarrait pas et comme son lieu de travail n'était pas si loin, eh bien, il a décidé de marcher. Vraiment, c'est un pur hasard parce qu'il prenait toujours sa voiture, mais ce jour-là, il a pris cette décision de marcher et justement, son itinéraire le faisait passer vers ce chantier abandonné où se trouvait le corps d'Oksana. Il va donc traverser tout ce chantier et pendant qu'il marchait, il va entendre des gémissements, des cris qu'il va d'ailleurs plus tard qualifier de réellement effroyables. À ce moment-là, il savait vraiment que quelque chose allait mal, que quelque chose était sans doute arrivé et il a décidé de suivre son instinct et d'appeler la police. Les agents sont rapidement arrivés sur place et ont finalement découvert le corps d'Oksana allongé sur un gros tas d'ordures. Il s'agissait réellement d'une scène de crime, son corps avait été jeté là, elle avait été brutalement incendiée. Mais voilà, lorsque les autorités l'ont découvert, ils ont été confrontés à un véritable miracle car Oksana était encore vivante. Dites-vous bien qu'elle s'était accrochée à la vie pendant tout l'enfer qu'elle avait vécu et pendant les 10 heures qu'elle a passées sous les braises brûlantes et dans la fumée. Mais ce n'est pas tout parce que en plus de s'être accrochée à la vie, elle avait trouvé comme toute l'énergie qui restait en elle pour crier à l'aide au moment où elle avait entendu quelqu'un marcher là-bas. En tout cas, des médecins et des ambulanciers sont rapidement arrivés sur place et c'est là qu'ils vont constater, comme je vous l'ai dit, que 55% de son corps avait été brûlé, mais que sous la chaleur, eh bien, ses organes internes étaient même entrés en ébullition. Mais clairement, autant pour les médecins, les policiers, les ambulanciers, c'était un véritable miracle qu'elle soit encore en vie et consciente. Tout d'abord, on a essayé de l'extirper de là où elle était, mais la pauvre n'arrivait vraiment pas à bouger ni à tenir debout, donc il a fallu un peu plus de moyens pour la bouger et en attendant, elle est restée encore allongée là dans cette chaleur intense. Par contre, même si Oksana n'arrivait presque plus à ouvrir les yeux, elle va encore une fois rassembler toute son énergie restante et dans un souffle, elle va donner aux policiers le nom des 3 hommes qui lui avaient fait ça. Après ça, les ambulanciers ont finalement réussi à dégager son corps des braises et elle a été transportée à l'hôpital. Elle était nue, simplement enveloppée d'une veste de police et elle avait des marques de strangulation partout autour du cou. En parallèle, le jour même, la police a arrêté Yevgeny, Maxime et Artem grâce au témoignage d'Oksana. Par contre, c'est assez dingue parce que juste après l'arrestation, il a rapidement été déterminé que la seule personne à l'origine des 2 strangulations était Yevgeny. Il a donc été le seul à être emprisonné. Maxime et Artem ont eux été libérés avec seulement une simple interdiction de quitter le territoire. C'est fou parce que même si c'est effectivement Yevgeny qui a mis ses mains autour du cou d'Oksana, tous les 3 étaient responsables de ce qui était arrivé. On peut alors clairement se demander pourquoi lui a été le seul à rester en prison, mais en tout cas Yevgeny, à l'inverse de ses 2 amis, ne venait lui pas vraiment d'une famille très respectée. Il avait quitté le domicile familial alors qu'il avait seulement 17 ans, à présent il avait 22 ans, il était marié, avait une petite fille et vivait avec elle dans une auberge et pour subvenir à ses besoins, eh bien, il faisait des petits boulots. Donc clairement, on était très loin de la super situation de Maxime ou même de Artem, qui lui aussi venait d'une famille très bien vue au sein de la société. Donc, est-ce que c'est pour ça que Yevgeny a finalement été le seul à être emprisonné? C'est une possibilité parce qu'on peut se dire que la police a pu recevoir une certaine pression de la part de la famille de Maxime et d'Artem
pour ne pas que eux se fassent mettre en garde à vue. Je pense qu'à ce moment-là, les autorités espéraient que le fait que Yevgeny soit en prison allait un petit peu calmer tout le monde et on se disait peut-être que la faute allait simplement être remise sur lui et que ses deux amis allaient eux pouvoir s'en sortir. Mais le lendemain matin, le 11 mars 2012, la presse ukrainienne va clairement critiquer la police sur son choix de libérer 2 des 3 hommes. Et ils ont alors clairement dit que si Maxime et Artem avaient pu être libérés sous caution, c'était parce qu'il s'agissait de personnes privilégiées venant d'une bonne famille et ayant également une bonne place au sein de la société. Au final, on parlait ici de personnes très estimées et de l'attaque d'une jeune fille sans emploi et alcoolique de 18 ans. C'est atroce comme comparaison à faire, mais je me dois de le dire parce que c'est exactement ce qui a résonné dans la tête des enquêteurs. Ici, en plus d'être dans une affaire vraiment macabre, vraiment triste, vraiment injuste, on est aussi dans une affaire qui parle de lutte des classes sociales. Je pense que c'est pour cette raison principale que cette histoire a été aussi médiatisée à l'époque et pourquoi autant de personnes se sont investies. Mais en tout cas, en parallèle de tout ça, Oksana était toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. D'ailleurs, le 12 mars, pour sauver sa vie, on n'a pas eu le choix de procéder à l'amputation de son bras droit. Des spécialistes lui ont ensuite proposé de suivre un traitement spécialisé à Moscou, mais finalement, ses médecins ont refusé en disant que dans son état, elle ne pouvait pas être déplacée. Elle est donc restée dans le même hôpital, mais en soi, oui, c'était dangereux de la transporter, mais le fait de la laisser là était tout autant dangereux parce que les médecins qui s'y trouvaient n'avaient pas les bonnes formations pour s'occuper d'elle. Je suis sûre que ça a été une décision très difficile à prendre pour ses proches de savoir s'ils la laissaient là ou s'ils l'envoyaient à Moscou. Voilà, je pense sincèrement pas que ça a été la meilleure décision qu'ils ont prise de la laisser sur place. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, la population restait réellement choquée et sans voix par rapport à tout ce qui était arrivé. D'ailleurs, c'est vraiment dingue, mais pendant l'hospitalisation d'Oksana, plus de 150 habitants de Mykolaiv sont venus sur place afin de donner leur sang pour elle. Mais ce n'est pas tout parce que le matin du 13 mars, énormément de locaux se sont réunis devant le bâtiment de la police et ils ont décidé de manifester pour dire à quel point ils n'étaient pas contents du fait qu'un seul homme sur 3 soit actuellement emprisonné. D'ailleurs, lors de cette manifestation, les personnes présentes ont incendié un mannequin juste devant les portes du commissariat. Au final, tout ça a donc fonctionné parce que le jour même, la police a finalement procédé à l'arrestation de Maxime et d'Artem. Malheureusement, au-delà de ça, la santé d'Oksana ne s'arrangeait pas et le 15 mars, c'est-à-dire 5 jours après qu'elle ait vécu cet enfer, après qu'elle ait été agressée, elle a finalement été plongée dans un coma artificiel. Jusque-là, elle arrivait à rester consciente de temps en temps, mais son état avait trop empiré et on a dû la mettre sous assistance respiratoire. Au final, vu la situation, il y avait peu d'espoir qu'elle se réveille, mais au cas où, elle a tout de même été transférée dans une unité spécialisée pour les brûler. Là-bas, elle a alors subi pas mal de greffes de peau, alors qu'elle était toujours dans le coma artificiel, je le précise, mais également des interventions chirurgicales pour tenter de sauver sa jambe, mais malheureusement, son corps était trop affaibli et le 29 mars, Oksana est finalement décédée. Elle souffrait en fait d'une inflammation du cerveau, elle avait également une septicémie, une grave hémorragie pulmonaire et ses organes sont tous arrêtés de fonctionner les uns après les autres. Elle a finalement fait une crise cardiaque et même si l'équipe médicale a tenté de la réanimer pendant 40 minutes, ça n'a pas suffi et Oksana est finalement décédée à 7h30 ce matin-là. Suite à la nouvelle de sa mort, une manifestation de plus de 10 000 personnes s'est déclenchée dans la région. D'ailleurs, en réponse à ça, d'autres grandes villes ukrainiennes ont lancé des manifestations et tous exigeaient alors que justice soit rendue immédiatement pour laisser Oksana s'en aller en paix. Ces manifestations étaient clairement utiles parce que, comme je vous l'ai dit, vu le statut social des meurtriers, sans la colère exprimée par le public et l'énorme médiatisation, il y avait clairement une chance qu'il puisse en sortir avec une peine extrêmement légère. Sinon, l'enterrement d'Oksana a d'ailleurs lui aussi été très médiatisé. Plusieurs photographes ont pu la photographier dans sa robe blanche, dans son cercueil blanc. C'est d'ailleurs la façon traditionnelle pour enterrer une jeune femme en Ukraine. D'ailleurs, ce jour-là, les rues étaient également remplies de personnes en deuil qui réclamaient justice. Au final, le procès des 3 accusés a été ouvert en novembre 2012, c'est-à-dire à peu près 8 mois après les faits. Le procès va être long et en soi, on va essayer de comprendre ce qu'il s'était passé et ce qui va en ressortir, c'est tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Aussi, de ce qu'on va comprendre, c'est que le plan initial des 3 hommes était de droguer Oksana, l'agresser sexuellement
et puis la ramener chez elle sans qu'elle n'ait la moindre idée de ce qui s'était passé. Mais finalement, les choses avaient dégénéré lorsqu'elle s'était réveillée et qu'elle s'était mise à crier. La suite, eh bien, selon les hommes, n'était pas préméditée et n'a été qu'un enchaînement de mauvaises décisions. Mais finalement, le 27 novembre 2012, le jury a déclaré Yevgeny coupable. C'était lui qui avait réellement étranglé Oksana et c'est donc lui qui a eu la plus grosse peine. Il a alors été condamné à la prison à perpétuité. Pour ce qui est de Maxime, celui qui je pense en voulait le plus personnellement à Oksana, il a été condamné à seulement 15 ans de prison et Artem a lui été condamné à 14 petites années de prison, ce qui évidemment a mis en colère pas mal de personnes. Mais bon, malgré tout, on ne pouvait plus rien y changer, mais je trouve ça vraiment fou parce que Yevgeny, qui comme je vous l'ai déjà dit, n'avait pas spécialement une bonne famille, a quand même eu une peine de prison à perpétuité. Comparé aux deux autres qui ont eu 15 à 14 ans de prison, il y a quand même une sacrée différence. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo, mais quand même un petit mot là-dessus. Même s'il y a eu énormément de soutien pour Oksana et pour sa famille, il faut savoir qu'il y a quelques personnes, je dirais quand même un petit groupe de personnes, qui a pas mal soutenu les trois agresseurs. En fait, lors du tribunal, il y a eu des moments très difficiles où on apprenait que Oksana avait déjà eu des relations sexuelles dans le passé pour de la prostitution ou même qu'elle s'était faite violer. C'est assez dingue, mais un intervenant a même expliqué que c'était pas la faute des trois hommes, n'importe qui aurait pu tomber sous son charme tellement elle avait une personnalité magnétique et que n'importe qui aurait pu avoir envie de l'agresser sexuellement. En gros, en disant ça, ils essayaient de remettre la faute sur la victime en disant qu'elle était trop charmante, en gros. Les gens qui soutiennent cette théorie, ce fait, si on peut dire ça comme ça, sont alors tristes pour les accusés parce que ils se sont fait avoir par une femme charmante. C'est un peu ça qui revenait, ce qui est vraiment horrible à dire. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont vu les trois agresseurs comme trois véritables héros qui ont aidé à débarrasser les rues de femmes qui veulent charmer et de femmes qui au final n'ont pas de travail, qui boivent dans les bars, etc. C'est horrible et le fait qu'on les traite de héros par rapport à ça, c'est juste n'importe quoi. Enfin bref, moi en tout cas j'ai envie de terminer cette vidéo en disant que Oksana c'était une jeune femme, une jeune fille qui aurait pu avoir un avenir prometteur, qui aurait pu essayer de s'en sortir petit à petit. Elle aimait l'art, c'était une artiste, elle aurait pu aller vers cette voie. Malheureusement, on ne le saura jamais. Elle n'a pas eu une enfance facile, elle n'a pas eu une adolescence facile. C'est loin d'être sa faute. Et voilà, elle faisait comme elle peut. Et c'est sûr et certain que ce qui lui est arrivé, elle ne le méritait absolument pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!